Radio en mai. Tu montes pas tes émotions, du nœud, du machin, tu les brimes. Je dis à mes meufs, j'ai envie de pleurer, je pleure. Hein. Non mais quelle époque on vit! Imaginez que vous puissiez effacer de votre mémoire une personne de votre entourage. Quand je peux dire ce que j'écris à mon père, il me dit que c'est trop sombre pour mon âge. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Parvis Saint-Jean, voilà, Dijon. Jeudi 18 mai, c'est le premier jour du festival, premier jour de notre radio, avec vous. On va recevoir tous les artistes qui sont présents. On va avoir des découvertes, des surprises, des passants, des spectateurs, pas que des acteurs. On est là, on a 8 émissions pendant toute la durée du festival. On sera parfois ailleurs, à Mansart, Minoterie, des lieux que vous connaissez bien à Dijon. Alors, on est ici, on a mis des sièges, rapprochez-vous. On a une première émission extrêmement riche. On est ravis avec Catherine et Alexandre de Radio en mai d'être ici, à Dijon, au Parvis Saint-Jean. Alors, on va commencer par écouter les mots d'une autrice qu'on ne connaît pas. On écoute la lecture choisie, je vous en dis pas plus, quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous. Avec Maëlle Poésie à mes côtés, on avait très envie, pour démarrer ce théâtre en mai, de dire quelques phrases, quelques mots d'une poétesse grecque qui s'appelle Kiki Demoula. Ce nom est assez inconnu en France. C'est pas une danseuse du Crazy Horse, mais c'est bien l'une des plus grandes poétesses grecques contemporaines qui nous a quittés en février 2022, à l'âge de 89 ans. Et l'un de ses derniers textes, qui s'appelle Mon dernier corps, a été magnifiquement traduit par Michel Volkovitch. Et c'est ce texte-là qu'on avait envie de dire en note liminaire avec Maëlle. Alors, c'est Kevin Case qui vient de présenter le texte qu'on va lire. Maëlle Poésie ici, donc tous les deux à la direction du festival. On vous écoute, c'est sans répétition, un peu improvisé, des mots d'une grande poétesse grecque. Bonsoir. C'est un texte qui s'appelle Mon dernier corps. C'est à toi soudain que je m'adresse. À toi soudain, nourri de rêves, beau gosse, d'une bravoure folle. Enfant bâtard de causes inconnues qui préservent du rare la rareté, montrant une granitique indifférence pour la passion lascive, douloureuse, que nourrit pour toi la fréquence. Étincelle du frottement têtu, d'une attente contre un renoncement que tu abreuves de carafe, de soif, sans recours aux sources, aux fontaines. Temps venu de Dieu, petit corps, qui accumulera ta force monstrueuse, en accumulant des lenteurs. Messie, en un seul mot, séisme qui abat. Nos invariables antismiques, c'est à toi, soudain, intercession porteuse de monde, que déchirée je m'adresse. Pour que tu viennes délivrer mon dernier corps ici haut, délivrer sa palpation asservie, des mains du plus cruel, du plus sanguinaire, du plus paranoïaque des maîtres que j'ai eus, nommés debout assis. Debout, assis, debout, assis. Et on va vous lire un deuxième texte avec Kevin Case qui s'appelle Oblivion Beach. Ce qu'elle en bave, dis donc l'âme. Quand au lieu de dormir, elle songe. À des orthographes mafieuses. L'homme, par exemple. Pourquoi veut-il à tout prix s'écrire avec 2 M. Comme 2 points serrés. Pourquoi faire? Regarde-moi ça, mon vieux, quelle hypocrisie. À faire dresser les cheveux sur la tête. Tout ce que j'ai subi la nuit, tout ce qui m'a torturé, toutes les ténèbres menaçantes, de m'emmener encore, ces terreurs qui me bandent les yeux. Pour m'empêcher de voir où nous allions. Cet homme aux 2 poings serrés, tout cela maintenant se déguise en fillette Aurore, avec son petit seau et sa boîte de peinture. Lentement rame le bruit de la mer, et la mer lentement s'étend dans sa laborieuse étendue. Son étendue bernée, dépecée par la nuit. Il n'en reste pas plus que n'en veut Louis, pas plus qu'une épaulette d'argent quand apparaît la lune. Montagne renversée,
dans l'ombre encore, casque éparpillé qui surnage. Les cimes, vieilles et lointaines, bossues, vagues déploiements d'électrocardiogrammes, arythmie de l'altitude et de la pierre. Mer, montagne, ciel, masse épaisse, imbécile, l'horizon qui voudrait exister ne saurait pas où poser le pied. Une heure, tirant ses filets remonte une visibilité vivante, frétillante. Le bleu saute sur les vagues en col blanc. Sur la petite église du village, le sel ruisselle. Coupole, écaillée de tuiles, tirelire pleine de Dieu. La cloche haute forme des sons, solide le ding-dong. Le rivage ourlait de travers, cigale de pierre des galets, dans les broussailles des vagues, tam-tam du clapi, castagnette aquatique, cimetière galet carré allongé dans la mer, tam-tam d'inexistence, Oblivion Beach, cimetière allongé dans la mer, profondeur demi-sœur, ourlet de travers des limites, rien à faire pour légaliser. Croix plongeuse, et les morts se sont couchés dans leur maillot une pièce en marbre, et le soleil se souvient d'eux à peu près, et le sable débauché au cœur dur n'en fait qu'à sa tête. Je sais, c'est lui qui t'a appris à glisser comme lui entre mes doigts, dune de l'amour. Ai-je bien fermé ? Tu ne voudrais pas que j'ai laissé ouverte la petite porte de ta photo, et que ce soit sauvé, envolé le passage de ton visage. La lumière klaxonne comme une folie, elle veut doubler. Excellent mes réflexes. Chaque fois qu'un bateau disparaît au fond, ma mémoire sécrète des choses profondément disparues. Ah, la veuve instant si souvent. Kiki Dimoula, lu par Maëlle Poésie, Kevin Caïs. Il faut savoir que ce texte, en tout cas cette autrice, édité chez Poésie Gallimard, Le Peu du Monde, suivi de Je te salue jamais, est ici disponible à la librairie du Parvis Saint-Jean. On commence par lire une autrice grecque, c'est peut-être un texte qu'on entendra l'année prochaine. C'est une manière en tout cas de ne pas être toujours à l'endroit où on est quand on parle de soi. Et c'est peut-être aussi l'idée de ce festival, c'est je peux parler avec les autres en me déplaçant. En 2-3 lignes, Maëlle Poésie, c'est la deuxième saison de ce festival que vous organisez, que vous programmez. C'est la deuxième édition, en effet. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de la penser comme un parcours de spectateurs, de spectatrices, qui puissent avoir un peu accès à ce qu'on appelle les bruits du monde. Et du coup, d'avoir autant accès à des projets internationaux que des projets qui se jouent hors les murs, ou des projets qui empruntent en fait au pluridisciplinaire des formes aujourd'hui, c'est-à-dire parfois à la danse, parfois au cirque, parfois à la musique, pour que le théâtre... Quand on a mis au cœur avec Kevin Caïs de ce projet les écritures contemporaines, c'est aussi les écritures plurielles contemporaines qu'on met au cœur du projet et au cœur de Théâtre en Mai. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année ici qu'on pourra voir à travers le travail que vous faites concrètement à côté de la présentation des spectacles ? Il y a des jeunes comédiennes qui sont en professionnalisation, on les fait bosser un peu partout. Évidemment, en fait, elles sont là à l'accueil parfois. La visibilité du théâtre, ce sont les spectacles, mais c'est aussi tout ce qui se fait en amont, en aval, toutes les équipes qui y contribuent. Et bien sûr, on est ravis avec Maëlle et Claire Guèze de pouvoir proposer pendant le temps toute l'équipe du TDB pendant le temps de ce festival une chose qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est la possibilité de découvrir des auteurs et des autrices de théâtre contemporain, à la fois des autrices plutôt connues, reconnues, et à la fois des auteurs plutôt au début de leur parcours, qui soient très jeunes en âge ou plutôt plus âgés, mais qui s'essayent à l'écriture théâtrale. Et on est ravis que ce soit les 4 comédiennes de l'équipe permanente du théâtre Dijon-Bourgogne qui puissent se livrer à ces lectures. 4 jeunes comédiennes qui arrivent d'un pas décidé vers la radio de Théâtre en Mai. Alors elles ne vont pas lire tout de suite, c'est vrai qu'on a prévu qu'elles accompagnent la radio grâce à vous, à votre travail, régulièrement avec des textes qu'elles nous feront découvrir, parce que c'est le noyau principal du travail, aller chercher, découvrir des textes, les repérer. C'est l'une des forges du théâtre, c'est de se demander en permanence, comme le disait Maëlle, comment on parle d'aujourd'hui, comment on traverse l'époque,
comment aussi, quel type d'histoire on peut raconter pour les enfants de demain, et quelles sont les plasticités aussi, toutes les manières de narrer les choses. Vraiment, c'est une folie de micro, farandole de micro sous mes parce yeux. qu'il y a un micro bleu qui fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'on s'inquiète et que à chaque fois que Kevin parle, on ne l'entend pas. Mais c'est pas un maléfice qui a été porté contre toi. Il y a une tentative de censure, mais... Donc je disais, l'une des forges du théâtre, des choses qui nous habitent et qui nous stimulent, c'est aussi la possibilité de raconter des histoires nouvelles et de raconter des histoires d'aujourd'hui. Et de se demander en fait quelles sont les modalités de ces nouvelles narrations, et que ce soit à la fois au croisement de récits plastiques, des corps, des acteurs et des actrices, de la poésie aussi, des mots, de la langue et de la façon dont ces choses-là, à la frontière du cirque, de la danse et aussi de l'écriture textuelle, se rencontrent pour traverser l'époque. Un festival, c'est mieux qu'une programmation annuelle ? Je sais pas si c'est mieux. C'est plus excitant à organiser, c'est plus simple. Ah non, c'est pas plus simple. C'est pas plus simple. C'est un temps évident du théâtre. C'est évident de mettre plein de spectacles côte à côte. Ça apporte quoi ? Il y a plusieurs choses. D'abord, le Festival Théâtre en Mai, c'est un festival historique. Ça a 33 saisons, donc c'est quand même assez ancien. Je pense que c'est aussi très important parce que chaque nouveau directeur et directrice, maintenant, on peut dire, va apporter aussi sa patte à ce festival. C'est-à-dire que je pense que c'est comme un déploiement finalement, un concentré de ce qui est proposé dans la saison. Et on a 18 propositions dans ce festival et dans la saison, il y en a 15. Ah oui, donc c'est intéressant de voir. C'est quasiment l'équivalent d'une saison en 10 jours. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas plus simple à organiser. Oui, c'est un concentré, un précipité. Mais en même temps, c'est très joyeux parce que du coup, ça permet aussi aux gens de découvrir plein de formes en même temps. Et d'avoir aussi cette colonne vertébrale qui est le Parvis Saint-Jean, où à la fois les équipes et le public se rencontrent. Et je pense que aussi dans la volonté d'avoir Radio en Mai, c'était de montrer au public les cuisines aussi de ces artistes, les spectacles en cours, comment on écrit, comment on travaille, que du coup ils aient à la fois accès aux résultats, mais aussi quelque part au processus. Mais tu peux dire ça, on va aller se balader, on est déjà allé se balader, t'as dit le mot ? Montrer aussi un peu les... processus. Non, avant. Non. Les cuisines, c'est ça ? Les cuisines du processus, je sais pas quel mot j'ai dit. Si, c'était celui-là, mais je pense qu'Alexandre t'a pris au mot. Tu as parlé des cuisines. Moi, je trouvais que c'était quand même... Il fallait parler de poésie, évidemment, et commencer avec de la poésie. Mais un festival, les gens ne se retrouvent pas seulement autour d'une pièce de théâtre. Donc nous, on s'est dit qu'on allait aller voir un petit peu comment un festival, ça se construisait. Qu'est-ce qu'il y avait derrière un festival pour que les gens puissent être là, pour que les gens puissent arriver, pour que les spectacles puissent avoir lieu. Et on est allé dans les cuisines. Bonjour. Alors, on a Jessica qui est en train de couper le fromage pour ce soir, François qui est en train de trier oignons frais versus aillés qu'on a mélangé dans des cagettes, Simon qui fait une petite pause pour boire une mortuacienne saveur mandarine, Léo qui doit être dans le coin en train de réassortir le coin café, et moi je suis Aurore et je suis en train de ranger les frigos. On est dans l'entre-deux, c'est le petit temps calme de l'après-midi et c'est cool, on a mis une petite musique sympa et voilà, petite pause avant le service de ce soir. T'en as combien ce soir au service, François ? 100 sur place et 17 à emporter, ouais. Nickel, super. Voilà, on est bien installé depuis hier et c'est plutôt cool. On est quand même dans une chapelle magnifique, il y a des vitraux qui sont là pour nous éclairer sur la journée, c'est trop bien. On est un peu dans les coulisses des coulisses, là. Oui, et en plus c'est assez rare qu'on vienne nous saluer, donc merci. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire, Je sais pas, les menus de la semaine, qu'est-ce que vous préparez ? Parce que pour nous, c'est un spectacle tous les soirs. Hein. Trop bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ah, ce soir, c'est végétarien. C'est ça qu'on aime bien, l'initiative de l'équipe de faire un repas carné et un repas végé sur la journée, donc ça, c'est cool. Comme tu peux le voir, voilà, on a des beaux légumes
légumes qui sont fraîchement cueillis, qui arrivent de Saulduc. Donc ce soir, c'est pas un pad thaï, mais je dis pad thaï parce que je vois les nouilles de riz qui trempent, mais c'est un plat thaï. Donc il y a des nouilles de riz, il y a une belle sauce coco avec de la citronnelle, du gingembre, du kaffir, des petits légumes. On a fait quoi? 10 petits pois, choux nouveaux au vinaigre et puis un petit sucre cacahuète pour parsemer le tout, ça va être super. Je sais que demain on s'est dit qu'on ferait des belles échines rôties parce que c'est un peu gourmand et tout, avec peut-être une véganesse et une grosse mayonnaise et tout, un peu grassouillette mais cool. Et puis du coup j'ai réfléchi au dessert de la semaine, des jours à venir tout à l'heure, et on s'est dit peut-être, moi j'avais envie de faire comme un baba avec un gros sirop au rhum, des petits cookies, etc. Et comme tu peux le voir, je me suis fait un ami, c'est un petit escargot qui est en train de ramper sur ma main. Un tout petit. Ouais, tout petit, et on va le lâcher dans la caisse à compost, et puis on le libérera tout à l'heure quand on ira tout ramener au compost. On se souhaite de bons spectacles et de bons appétits. Oui, ça va être super. En plus, on a plein de bons retours. Il y a plein de gens qui nous connaissent ici, d'autres pas, mais en tout cas, ça se passe super bien. Les gens ont l'air contents, donc tant mieux. Et voilà, on était dans la cuisine flottante. C'est ouvert au public, c'est ouvert à tout le monde, hein. Vous êtes évidemment, tout le public est invité à venir goûter cette merveilleuse cuisine. Maëlle Poésie, festival, vous en avez vécu des exceptionnels qui vous ont guidé. On ne veut pas parler du festival d'Avignon, mais ailleurs, il y a eu un festival à l'étranger, inspirant ou pas? Oui, j'ai le souvenir en tout cas d'un festival que moi j'ai fait en Argentine en 2017 qui s'appelle le FIBA, donc c'est pas un petit festival, mais c'est un très joyeux souvenir d'une création qu'on avait fait là-bas avec un collectif de Brésiliens, Chiliens et Argentins, et on était tellement épuisés au moment où on est arrivé au festival que j'ai fait une interview où je me suis endormie. Pendant l'interview? Pendant l'interview. Ah oui, d'accord. J'en ai un très bon souvenir. Oui, c'est sûr. Ouais, il faut qu'on réussisse à retrouver la bande-son de l'interview, justement, Argentine, Chili. On sort de scène, là. Enfin, on sort de scène. On est allé voir les 4 points cardinaux, qui sont 4, 3, 2, qui sont 3 en réalité. Vous venez de nous rejoindre. Après, peut-être je vous laisse le bon micro et la bonne chaise. Oui, le micro. Vous n'êtes pas loin. Kevin et Maëlle, vous reviendrez, vous repasserez. Merci. On fait une première émission comme ça d'ouverture. On a la chance ce soir d'avoir 2 spectacles qui viennent juste de sortir de scène, donc on en profite. C'était pas dans les mêmes lieux, mais ils viennent de sortir là du Parvis. C'est vous, Andrés Labarca, vous êtes venu avec Lola et Thiève. On parle du Chili parce que vous êtes d'origine chilienne, Andrés Labarca, mais c'est pas là où vous avez appris à travailler, à faire de l'art, à faire les écoles. C'est là où j'ai commencé quand même. Oui. Mon parcours a commencé là-bas et ensuite arrivé en France pour faire des processus professionnels en gros. Parce que là-bas, c'était pas... Parce que là-bas, il n'y avait pas exactement ce que j'étais en train de chercher à ces moments là-bas. Oui. Et du coup, j'ai dû aller en Argentine d'abord. Ah voilà, on y était juste avant avec Maëlle. Et ensuite, après, un peu au Brésil et après, arrivé en France. Alors, et vous, Lola? Bonjour. Bonjour. Un petit peu de votre parcours? Alors, pour le coup, il est très franco-français, mais j'ai fait mes études à Nantes, à Lyon, à l'école de l'ENSAT à Lyon, en réalisation sonore. Et puis, voilà. Alors, du cirque, du son, mais c'est pas que ça qu'on a vu dans le spectacle qui sort. On va essayer on va pas le déplier, en tout cas, il joue encore demain, après-demain. C'est une sorte de maison hantée qui est hantée par des corps et des bruits et des sons. C'est intéressant de voir comment ça a été construit ensemble. Il y a un travail de lumière qui est très très précis parce qu'il y a des apparitions, des disparitions, des corps mous, des corps vivants, des corps morts peut-être même encore. C'est une histoire un peu fantasy quoi. Hein. C'est un peu de la science-fiction. C'est assez sombre. Hein. Ça vient d'où? C'est un conte chilien, français de votre inspiration? Ça vient plutôt des plans d'inspiration. Ça vient de notre point de départ, c'était vraiment le titre.
Et, Alors le titre, on le redit, les 4 points cardinaux sont 3, le nord et le sud. Le nord et le sud. Ouais. Ce qui veut dire que c'est une histoire qui tourne pas rond. Qui tourne pas rond. Qui tourne pas en rond. En tout cas, qui est compliquée. Ouais. Absurde, incongrue, mystérieuse. On s'inspire beaucoup de la littérature latino-américaine justement et de... vous parliez du fait on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, etc. Les codes de la littérature latino-américaine jouent beaucoup là-dessus. Et notamment un livre qui nous a beaucoup inspiré qui s'appelle Pedro Páramo, d'un auteur qui s'appelle Juan Rulfo. Et dans ce livre, justement, on ne sait plus si les personnages sont morts, sont vivants, tout est extrêmement poreux. Et on ne sait plus ce qui est réalité, ce qui est fiction. Donc on s'est vraiment inspiré de ça pour monter ce projet. Qui est très imagé aussi. Oui, Très, c'est un très tableau imagé. vivant. Hein. Ouais. On a l'impression que c'est une peinture qui se dessine sous nos yeux. Mais même ces livres de Juan Rulfo, en fait, tu peux le lire plein de fois et tu n'arrives pas peut-être forcément à avoir une histoire, mais ta tête, elle est plein d'images. Et je pense qu'on a vraiment voulu s'appuyer à cet endroit-là aussi. Et il se déroule comme si on était dans un rêve, c'est-à-dire qu'on passe d'une situation à l'autre sans aucune cohérence. Oui, logique. Aucune logique, et puis voilà, il y a des choses qui apparaissent, on ne sait pas trop pourquoi, et je pense que c'est aussi une méthode d'écriture qu'on a. Oui, que vous avez développée, ouais. oui. Il y a des effets aussi, beaucoup qui sont cachés, d'autres qui sont montrés avec insistance, pour qu'on ne sache plus si ce qu'on nous montre est réellement le produit de ce qu'on voit. Non, c'est très subtil, c'est un spectacle qui est tout frais, là encore. C'était la 4e. C'était la 4e, et récent. aujourd'hui, on avait fait une pause de 12 mois. Donc c'était un peu la reprise aussi. Et c'était bien ce soir, tu penses, Andrés? En tout cas, il y avait le grand plaisir de retrouvailles. Ouais, c'est très. Il y a deux interprètes au plateau. Il y en a un qui a un rôle très concret, qui serait la vie. Sylvain Descures, qui doit être par là. Oui, qui est excellent, qui est un artiste de cirque qui là a plus un rôle de comédien. Et puis vous, Andrés, vous êtes absolument muet. Ouais. Vous aimez les mots quand même parfois? Ouais, mais ma recherche, elle est plutôt physique. C'est là où je me sens le plus à l'aise et c'est là où j'ai envie d'aller. Et en tout cas, il y avait cette pari aussi d'avoir un personnage qui est très concret et l'autre qui incarne plutôt la maison, les rêves. Et ça, c'était intéressant de pouvoir le laisser un peu flottant et l'expérimenter avec Lucar, plutôt qu'avoir 2 personnes qui parlent. Là, il y a vraiment 2 pôles, comme le nord et le sud. Oui, comme le nord et le sud. C'est important cette géographie du nord et du sud? En tout cas, c'est des opposés. Ah oui, vous pensez? Ça se rejoint pas à un moment donné Si, par quelques diagonales et... Parlez-nous justement de votre recherche physique, parce que dans ce spectacle, vous êtes comme un matelas ou comme un édredon, comme un oreiller ou comme une sorte de masse, quelque chose qu'on peut aspirer, quelque chose qui rebondit. Comment vous avez abordé ce... En plus, on parle pas du décor, mais bon, il faut venir, mais il est génial. Ma recherche Vous roulez souvent comme ça? Vous roulez par terre, vous aimez... Ouais, oui, vous êtes un grand rouleur. Ouais, ma Oui, recherche, vous roulez, elle est vraiment peloton au sol. C'est de là où ça démarre. Et après, il y a toujours la recherche du concret, de justifier le mouvement. Il n'est jamais là pour tout seul. Il faut que ce soit toujours animé par quelque chose qui vient le mettre au mouvement, que ce soit le son, que ce soit un objet, que ce soit un paysage. Il y a du paysage d'ailleurs, il y a du vent, il y a des arbres, il y a de l'atoll, il y a ça grince. C'est une maison qui rassemble tous les sons d'une maison hantée d'une certaine manière. Lola, vous nous dites 2-3 recherches sonores que vous avez faites pour ce spectacle et qui vous ont procuré soit beaucoup de difficultés, soit beaucoup de plaisir. Je dirais que la recherche sonore, du coup, on a évidemment essayé de travailler sur tous les sons qui permettent de situer la maison quelque part. Donc effectivement les paysages, on s'était donné l'objectif que la maison soit à la mer et du coup on voulait entendre la mer en continu. Bon, on s'est rendu compte finalement que c'était un peu compliqué, un peu lassant. Oui, c'est lassant le bruit continu de la mer. Voilà, donc on a un peu abandonné ça, mais voilà, l'idée c'était vraiment de spatialiser la maison et... On entend de la poussière. Moi, j'ai entendu de la poussière. Je me suis dit qu'elle est dans un endroit extrêmement poussiéreux. Ouais. Est-ce que vous avez mis de la poussière dans votre vent? Dans le vent, je ne sais pas. Dans la scénographie, c'est sûr. Et par contre, voilà, il y a ce travail de paysage, il y a ce travail de tous les petits sons qu'on entend à l'intérieur de la maison. Et puis, on a fait un travail avec Jean-Paul Mangin, qui est donc toutes les voix qu'on entend, tous les chants,
tous les chœurs qu'on entend. Donc avec lui, on a vraiment travaillé sur la composition de quelques morceaux, il y en a 4. Et pour finir, on a des parties qui sont plus oniriques, du coup, qui accompagnent Andrés en mouvement. Et donc là, qui sont plus des sons abstraits, je dirais ça comme ça. Non, c'est une superbe bande-son qui pourrait s'écouter comme ça, puis on se fait son délire. Il y a une phrase qui en s'est pas mal inspirée de Juan Rulfo qui dit que le vent est là en fait pour cacher les voix de mort. Ah oui, ça c'est. Elle n'est pas dans le spectacle cette phrase, je l'ai pas entendue. Non, elle n'est pas dans le spectacle, mais. Le vent est là pour cacher les voix des morts, mais il y a aussi une histoire, je ne sais pas si on peut le dire là, dans votre spectacle, où c'est une personne, j'ai peur de dévoiler trop, qui brûle toutes les maisons où elle a habité, sauf la maison de son enfance. Je trouve ça hyper beau. Et elle n'a pas pu brûler la maison de son enfance. Oui, elle n'a pas pu la brûler. Mais bon, il y a des flammes dans le spectacle. Je crois que j'en dis trop. Je crois que j'en dis trop. Les comédiennes. Les comédiennes ou Catherine? Catherine? Ok. Merci. Merci. Radio en mai. Alors Alexandre était dans les coulisses. Au Parvis Saint-Jean, en fait, quand vous allez tout droit sur la gauche, il y a les cuisines. Et puis avant, il y a le hall d'entrée, où il y a tous les spectateurs qui viennent chercher leur place, leur billet. Et Catherine, elle en a rencontré. Alors Catherine, oui, tu as fait connaissance à Dijon. Tu es arrivée ce matin, déjà, c'est bon. Complètement, je suis en plein dedans. Donc j'ai fait la connaissance de Sylvie, donc je vais vous présenter. Et je commencerai tout de suite par te demander qu'est-ce qui t'a marqué, quel est le souvenir du moins, quel est le souvenir qui t'a marqué en assistant à différents spectacles. C'est ça. Oh, et j'ai des wagons de souvenirs et beaucoup d'émotions. D'abord, c'est là que j'ai fait mes premiers pas sur scène. Je ne suis pas programmée pour ça. Je n'ai pas poursuivi. Le trac, je me sentais mauvaise. Ce que j'adore, moi, d'abord, j'ai fait des rencontres assez extraordinaires, comédiens, metteurs en scène, auteurs, qui venaient parler de leur travail. Et surtout, j'ai découvert le travail des comédiens. Et ça, j'ai trouvé, c'était vraiment c'était une révélation pour moi. D'abord, le travail à la table avec toute l'équipe. On lit le texte. Et puis après, tout le monde peut poser des questions. J'ai pas compris ça et pourquoi ça. Tout le monde, c'est une vraie concentration, une vraie qualité d'écoute que j'ai rarement vue ailleurs. Puis après, chaque comédien a apporté. Ils avaient fait des recherches en amont que je n'aurais pas soupçonnées, ou des recherches sur la biographie de l'auteur, ou des recherches historiques, iconographiques, des films qu'ils auraient vus, qui leur faisaient penser à la pièce. Mais un travail phénoménal, il n'y a pas qu'à prendre le texte. Et après, alors, les répétitions, c'était un vrai bonheur. J'ai jamais autant ri de ma vie, d'ailleurs. Enfin, c'était pas rire contre, c'était on riait ensemble, parce que les comédiens proposaient des tas de choses, parfois un peu foldingues, mais c'était jamais ridicule. Ils avaient droit de tout oser. Puis alors, attention, à un moment donné, le metteur en scène cale, il dit ça sera comme ça et pas autrement. Et alors là, ce qui, moi qui n'y connais rien, ce qui me stupéfiait, c'est de voir qu'après, aux répétitions suivantes et aux représentations, même s'il y en avait 15, 20, 30, ils arrivaient à faire exactement la même chose en donnant l'impression que c'était la première fois. C'était spontané, que c'était... Parce que toi, tu venais de quel milieu, en fait? Pas du tout. Moi, j'ai été biberonnée avec les matinées classiques de la Comédie Française. Vous voyez... Molière, Racine, et puis des machins bien casse-pieds, Rodogune et tout ça. Mais j'étais fascinée, j'avais qu'une envie, c'est d'aller voir ce qu'il y avait derrière le décor, quoi. Et puis ici, c'est tout... Enfin, oui, j'habite à côté. Puis j'ai eu envie de... J'étais enseignante, mais pas du tout en lettres, enfin bon. Et puis... Enseignante en quoi?
J'ose pas le dire en maths, mais je suis pas du tout matheuse. Pédagogue, mais pas matheuse. Et après, dans mes classes, avec mes élèves, je parlais de ce que je voyais en répétition, si bien qu'ils sont venus au Parvis Saint-Jean après. Madame, racontez-nous, parce que je leur avais dit un jour, attendez, ce soir, je suis de mauvaise humeur, j'ai le trac, je vais être sur scène pour la première fois. Oh, madame, vous nous raconterez. Enfin, c'était marrant. Puis alors après, donc, il y a toutes les répétitions, mais ça peut durer des heures, des heures, des heures, des heures. Hein. Je suis sortie de là et quelquefois à minuit. Hein. Et puis le jour de la première, où on sent la panique chez les comédiens, on sait très bien qu'il y a des choses qui se règlent qu'au dernier moment, et des fois les décors arrivent de la veille. Hein. Des comédiens paniqués qu'il faut rassurer, qui se mettent à douter, puis qui me disaient, mais attends, si tu viens là depuis 3 semaines, c'est quand même, ça vaut la peine. Je dis, ben oui, fais-toi confiance. Et alors, le bonheur après la représentation, c'était les notes du metteur en scène, qui dit comment il a vu les choses, senti les choses, qui n'hésite pas à changer quelque chose pour le lendemain d'ailleurs, donc c'est quelquefois la panique à bord dans la troupe. Et puis, le public qui n'est pas jamais 2 fois le même, ça pour moi, et c'est vrai, on le sent, hein, il y a des fois le public qui est attentif, concentré, réceptif, puis certains soirs on a l'impression qu'il y a un 4e mur et que les gens se demandent ce qu'ils sont venus faire là. Et dis-moi Sylvie, dans tout ça... Moi, ce que j'entends, c'est que le théâtre t'anime. C'est une passion, en fait, qui t'anime ? Je crois que c'était le fait de rencontrer des gens passionnés, et puis qui travaillaient comme des fous, hein, quand même, hein, et qui se donnaient à fond. D'accord. Parce que dans toute ta description, dans ce que je perçois et dans ce que j'entends, c'est que tu participes énormément. Je participais, oui, c'est ça. Et puis après, j'ai eu d'autres priorités dans ma vie, etc. Mais c'est vrai que c'est ça qui me plaisait. Puis de voir la pièce plusieurs soirs de suite. Hein. Il y en a même que j'ai suivi ici, puis à Paris, puis à Strasbourg. Et de se rendre compte, de retenir son souffle. Il y avait une pièce, il y avait un moment très délicat. Il y avait un comédien polonais qui m'avait dit qu'il avait appris son texte de manière phonétique. Hein. Donc il m'avait dit, je faisais le souffleur, tu corriges, mais c'est syllabe par syllabe. Et il y avait un endroit où il butait un petit peu. Mais jusqu'à la dernière à Strasbourg, là, au TNS, on retenait notre souffle, metteur en scène, assistant et moi. Est-ce qu'il va se tromper ou pas ? Eh ben non, ça passait et c'était magique. C'est ça que j'adore. Hein. C'est très imagé ce que tu nous dis. Ah oui, c'était passionnant, oui. Et après, d'autres rencontres, puis ça avait boule de neige, on savait que j'aimais ça, donc on m'a proposé d'assister à des créations ailleurs, etc. Mais au Parvis, c'était ça, voilà. D'accord. Et quand je viens ici, j'ai toujours le trac. Même si c'est pas pour être interviewée en direct, j'ai toujours un peu le trac. Voilà. D'accord. Le trac, c'est marrant cette histoire de trac. T'as voulu être comédienne ? Non, pas du tout. Allez. Ah non, pas du tout. Il se trouve qu'ici, il y a eu la seule fois de ma vie où j'ai acheté le journal local, il y avait marqué atelier ouvert aux amateurs. Vous pointez, vous vous engagez seulement à rester 3 heures sur scène. C'était une fois par mois. Alors, il y avait plusieurs intervenants. Et quand je me suis retrouvée sur la scène du Parvis, pourquoi est-ce que tu es là ? C'était pas facile, mais après, non, pas du tout, surtout pas comédienne. À la rigueur, j'aurais pu peut-être être assistante de metteur en scène ou donner des conseils ou autres. Regarder, on me disait que j'avais un regard assez acéré, mais certainement pas comédienne. Merci à toi, Sylvie. Radio en mai. Alors, voilà, on est de retour de l'autre côté du plateau. On a 4 comédiennes avec nous. On a plein de trucs qu'on a besoin de savoir. Vous vous appelez Hélène Luisard, Ariane Courbet, Lucille Diran et Colline Kunst. Ok. Il y a Kevin qui est tranquillement en train de manger, Kevin Keiss, qui est censé être avec nous, mais qui va venir un peu plus tard parce qu'il va d'abord finir son repas. On va faire comme ça. Vous êtes ici. Comment ça se passe dans ce théâtre ? En résidence à l'année, vous travaillez toute l'année avec des metteurs en scène, avec des autres comédiens, avec toute l'équipe artistique du théâtre ? Alors on est la jeune troupe du théâtre de Dijon-Bourgogne. On a passé une audition en avril dernier avec Tamara Al-Sadi pour pouvoir travailler du coup pendant 1 an dans ce théâtre, mais notamment sur une pièce qui a été jouée dans des lycées, que Tamara a écrit et mis en scène, qui s'appelle Mère, qu'on va jouer la semaine prochaine à la Minoterie durant le festival.
Et du coup, le plus gros de notre travail, c'était de jouer cette pièce. Et on a eu aussi des moments de stage, des moments aussi de création, notamment avec Gustave Akakpo ici. Enfin, voilà, c'est assez riche. Et c'est juste une année où on est en voie de professionnalisation après notre école, quoi. Génial. Vous aviez fait quoi? Vous aviez fait une école de théâtre avant? Oui, allez-y. Oui, on a toutes fait une école supérieure nationale de théâtre. Colline, Lucille et moi, on a fait l'Académie de l'Union à Limoges. Ouais. Oui, et Ariane a fait l'ENSAT à Lyon. Et alors là, vous allez être avec nous pendant 10 jours, vous allez passer le soir. Ce soir, vous êtes toutes les 4 ensemble. Demain, ça ne sera pas la même chose. Et on va lire des textes ensemble, des textes que vous avez choisis. Comment ça s'est passé? Vous les avez choisis avec le comité éditorial du théâtre? Vous aviez un truc à dire ou Alors, on les a pas choisis. C'est plutôt Kevin Case qui est, qui est encore en train de manger. L'auteur et dramaturge associé au projet de la direction qui les a choisis. C'est 4 textes qui sont issus, qui sont lauréats en fait de l'aide à la création Arsena. Alors on avait dit il y en a plus 2. que... Oui, ok. Et il y en a 2 qui sont issus d'Arsena et D'accord. 2 qui sont des textes qui ont été envoyés au TDB. Et donc là, on a 4 textes. Et nous, on va venir pendant 8 ans, pendant ces 2 semaines de Radio en mai, pour... voilà. 8 ans. Dans 8 ans. 8 ans différents. 8 ans. 8 ans. 8 fois. 8 fois. 8 rendez-vous. Donc, voilà, 8 rendez-vous. 8 C'est très bien, 8 pendant rendez-vous. Théâtre Tiens, en mai. t'as vu hein? Et on va lire des extraits. Donc, à des moments, on sera toutes les 4. Là, on est toutes les 4 pour ce soir. À des moments, on sera seul ou à 2. Ok. C'est la surprise. Ok, trop bien. Bah écoutez, alors qu'est-ce qu'on lit ce soir? On commence par quoi? Eh ben, ce soir, on va commencer par une pièce qui s'appelle Dérèglement climatique, le jour où nous avons pris le pouvoir de Maxime Motte. Alors, c'est une des pièces qui a notamment été lauréat de Arsena. Alors, c'est un court extrait qu'on va vous lire aujourd'hui, toutes les 4. C'est une pièce en fait où il y a la mère, le père, Noé le fils et Zoé la fille. Et alors pour donner un court synopsis, c'est un peu c'est un huis clos familial en fait, okay. Où les enfants vont finir par séquestrer leurs parents. D'accord. Voilà. D'actualité. Pour prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, oui, évidemment. Eh ben on vous écoute. À qui crois-tu parler, toi? Je te rappelle que je suis ton père. Alors conduis-toi comme un père, protège ta famille. Détache-moi pour voir. Ça suffit tous les deux, que voulez-vous? Vous battre? J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Zoé, s'il te plaît, que veux-tu de nous? Je te demande, qui prend les décisions? Qui sont ceux qui nous dirigent? Les personnes que nous avons élues, les hommes politiques? Ou les femmes politiques. Il y en a moins, c'est certain. Si c'est ce dont tu veux parler, je le regrette aussi. Évidemment, ce n'est pas normal. La situation de la femme est catastrophique. Une femme qui est payée moins pour le même travail en 2025, c'est pathétique. Voulais-tu mentionner ça? Des adultes. Nous sommes gouvernés par des adultes. Encore heureux, tu voudrais quoi? Des enfants? Le seul avenir qui vous intéresse, celui de votre portefeuille, pas nous. Comment tu peux dire une chose pareille? Vous l'avez voté, l'interdiction de tous les pesticides, des OGM, des sacs plastiques, des... Excuse-moi Zoé, mais là tu parles des politiques qui votent, pas de nous. Penses-tu que je suis d'accord avec tout ce qu'ils votent? Qui les a élus? Toi, non? Pas toujours. Et ceux pour qui j'ai voté, je suis souvent, et très souvent, en désaccord avec eux. Et nous ne sommes pas les seuls. Mais alors pourquoi vous les laissez agir si vous n'êtes pas d'accord? Mon grand, ça s'appelle la démocratie. Démos veut dire peuple. Kratos, pouvoir. Le pouvoir du peuple. Tu trouves que ça y ressemble? Oh, on a du bol. Nous aurons au moins bien fait en t'inscrivant au haut de latin. C'est du grec, papa. Et voilà. Et merci bravo, beaucoup. merci, inspiré. Hélène, Ariane, Lucille, Colline, sous les applaudissements du public nombreux réunis ici au Parvis Saint-Jean. Et on se revoit tous les soirs. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. On continue cette première émission de Radio en mai, premier jour du festival, théâtre en mai. Ça circule, on fait passer un maximum d'artistes qui sont ici présents, un petit peu au pas de course. On
prendra le temps, hein, peut-être, dans des émissions futures, de s'arrêter encore sur d'autres choses plus longuement. Là, c'est le premier jour. Alors, on parlait tout à l'heure d'un spectacle qui a sa 4e représentation. Là, c'est à peu près l'inverse. C'est un best-of de la compagnie que j'accueille Johanna Giacardi et Lisiane Jeter. Jeter. C'est comme ça qu'on prononce? Oui, Ok. comme j'éternue. D'accord. Le spectacle, c'est La Saga de Molière. C'était joué ce soir. Ça rejoue demain. C'est en plein air, et après-demain d'ailleurs, au jardin de l'Arquebuse, ici à Dijon. Combien de représentations déjà, ce spectacle? Là, c'est la 50e. 50e, pour un spectacle qui a été créé quand? En septembre 2021. Dans le cadre d'une jeune compagnie qui présente ses spectacles, 50 spectacles, c'est quand même... C'est plutôt très réjouissant, oui. Ouais, c'est quand même très très bien. Ouais. C'est votre c'est votre meilleur spectacle C'est pour notre l'instant. premier spectacle d'envergure, comme on l'a entendu dire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un spectacle d'envergure? Peut-être c'est la première fois qu'on arrive à approcher un peu de plus près ce qu'on voulait dire, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez dire? On voulait dire que que malgré tous les échecs qu'on avait pu essuyer, malgré la difficulté à se trouver une place dans ce milieu théâtral qui pour moi n'était pas toujours évident, toute cette colère rentrée que j'ai gardée pendant quelques années, finalement j'ai réussi à en faire un objet, à mettre tout ça à l'intérieur d'un spectacle, quoi. Pour moi, c'était important de réussir à inventer un théâtre qui s'adresse et qui soit vraiment un peu revenir aux bases du théâtre, dans un geste un peu de théâtre populaire, quoi, sans avoir peur de ces mots-là. L'étincelle, donc, de l'adresse, un théâtre qui est dynamique. J'ai pu voir cet après-midi un morceau, une Allemande. Hein. Ouais, une Allemande. Une Allemande. Donc, une Allemande, c'est entre l'allemande et l'italienne, un peu. Ouais. Voilà, c'est quand les comédiennes ne sont pas en costume, qu'elles parlent vite. Ouais, très vite, beaucoup plus vite. Qu'elles essaient aussi de ne pas faire des passages, mais sur lesquels la metteur en scène revient en disant si tu vas quand même le faire, parce que c'est pas parce que c'est une allemande qu'il faut qu'on fasse semblant de pas répéter son texte, parce que surtout que la veille, c'était pas super, quoi. Donc vous êtes un groupe assez soudé, vous êtes que des femmes comédiennes. Ouais, on s'est rencontrés en 2010 sur les bancs de la fac. On a fait nos études à Aix-en-Provence. Et on s'est assez vite très bien entendu. Je crois qu'on a partagé un goût du théâtre en commun. Et avec Lisiane, on s'était un peu promis qu'on fonderait une compagnie avec les valeurs qui étaient les nôtres. Et en sortant, moi, de mon master dramaturgie en écriture scénique, on a pris notre courage à deux mains et on a fondé cette compagnie qui s'appelle Les Estivants, en réunissant toutes les personnes qui étaient là depuis le départ, donc Naïs Desil, Anne-Sophie Derouet, Edith Mélander, qui nous a quittés à un moment pour venir justement être artiste associée, enfin comédienne associée comme les jeunes filles qu'on a vues juste avant, au théâtre Dijon-Bourgogne. Ah oui, d'accord. Et finalement, on s'est retrouvés avec beaucoup de Donc c'est une bonne joie. formation, quoi, ici, c'est bien. C'est bien. Mais alors c'est étonnant parce que là vous venez de mentionner, tu viens de mentionner les comédiennes qui travaillent avec toi, qui sont dans ce spectacle, La Saga de Molière. Et Valentine Basse que j'oublie bien sûr. Ouais. Et pourtant Lisiane, elle n'est pas comédienne. Non. Alors Ouais. Vas-y, raconte-moi ton parcours, toi, Lisiane. Moi, donc, comme l'a dit Johanna, on s'est rencontrés quand même à la fac en art du spectacle. Et après, moi, je me suis dit que la scène, c'était pas fait pour moi, mais tout ce qui était la coordination, l'organisation. Alors, comment est-ce qu'on se dit la scène, c'est pas fait pour moi? Parce qu'on a déjà eu une spectatrice qui avait le trac, toi qui dis la scène, c'est pas fait pour moi. Voilà, je me suis dit non, je préfère être derrière dans les coulisses, dans tout le métier, ce qu'on appelle les métiers de l'ombre quand même. Et du coup, je me suis dirigée vers ce qu'on appelle la production. Et avec Johanna, quand on a monté la compagnie, on l'a fait à deux et c'était aussi revendiqué qu'il n'y a pas que l'artiste, il y a aussi, on existe, c'est une complémentarité. Et on aime bien définir les Estivants comme la compagnie du décloisonnement et décloisonner un peu justement les barrières qu'il y a entre ces deux fonctions. Voilà. Et donc du coup, c'est... en plus, je pense que c'est certainement la recette du succès parce que c'est quand même assez difficile la partie administrative quand on est un jeune artiste. Donc trouver d'emblée un duo, c'est assez opportuniste. C'est malin ça, Johanna. Ouais, c'était vraiment une chance. Après, c'était opportuniste, je sais pas, mais c'était très honnête parce que c'est vrai qu'on avait un lien comme ça naturel, quoi. Je pense qu'il y a un peu comme avec le reste de cette équipe
équipe, d'une intuition qu'il fallait qu'on partage quelque chose ensemble. Et on est très vite tombé d'accord sur les valeurs qu'on avait envie de donner. Voilà. Ouais. On appelle le reste de l'équipe. Je veux un petit extrait parce qu'il y a cet après-midi, il y avait un truc super. Alors, bah oui, mais il faudrait la musique. Il faut qu'on parle du spectacle parce que là, on parle autour. C'est quoi ce spectacle génial, hein? Reste quand même debout, tu vas quand même venir lire un extrait, tu vois, tu t'es levé, c'est pas pour rien. Elle va lire, elle va improviser avec Johanna. Toujours prête, voilà. Toujours prête sur les starting blocks. Non, mais c'est marrant que tu dises on parle autour, mais je crois que quand même ce spectacle, c'est avant tout, il parle de nous, quoi. C'est vraiment une histoire de ces 5 dernières années de galères, de luttes, et voilà, c'est ce que je raconte dans le spectacle, mais l'aventure du camping show, à un moment de se dire que le théâtre de salle, bah, ça marchera pas pour nous, qu'on sera jamais repéré. Donc il y a une énergie punk comme ça de se dire bon bah allons jouer dans les campings, à la conquête d'un autre public, et vraiment c'est ce que je raconte dans le spectacle. Cet été-là, je découvre le roman de Monsieur de Molière et je m'identifie réellement à Molière, en me disant qu'on est la réincarnation de Jean-Baptiste Poquelin aujourd'hui, et donc je crois que ce spectacle, c'est difficile de le dissocier finalement de l'histoire de cette compagnie, et à chaque fois que j'invente un spectacle, j'essaie de me demander vraiment où est-ce qu'on en est nous aujourd'hui, et qu'est-ce qui nous concerne, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qu'on a envie de raconter depuis l'endroit où on est réellement. Voilà. Ouais, donc c'est la saga de Molière, c'est l'histoire de Molière, depuis la naissance jusqu'à la mort, en prenant quelques raccourcis sur l'autoroute ou pas, quelques arrêts sur image, quelques mises en son, quelques mises... Alors, les rôles, ce qui est très amusant, évidemment, c'est que vous changez tout le temps. On ne sait plus ce qui est le personnage, parce qu'il n'y a pas de... les vrais prénoms, les faux prénoms, celui qui interprète... celle qui interprète Molière n'est jamais la même. Et il y a un passage... Bon, il y a plein d'astuces, parce que c'est du théâtre à vue aussi, hein. On voit tout. C'est bricolé, c'est... Ouais, ça c'était vraiment un choix, un parti pris, quoi. La machine théâtrale, il fallait vraiment qu'elle soit à vue. Avec moi, j'ai un discours là-dessus. Il y a une phrase du mouvement Fluxus que j'aime beaucoup qui dit « L'art ne doit pas nous permettre de masquer ses faiblesses, mais peut être au contraire le moyen de les révéler, de les manifester. » Et je crois que dans notre travail, il y a cette envie de créer une forme qui soit pas forcément complexante pour le spectateur, mais qui au contraire crée une espèce d'adhésion de « Bah putain, moi en fait aussi, je pourrais en faire du théâtre si c'est que ça. » Quelque part, il y a un peu cette volonté-là. Oh, et puis il y a de l'autodérision où la comédienne dit ses défauts avant même qu'on puisse les entendre, sans savoir réellement si elle les a totalement ou pas. Je peux vous assurer qu'il y a une partie des défauts qui est réelle. Hein. Ah oui, hein, elle bafouille. Ce soir, elle a bafouillé. Elle s'est trompée dans son texte. J'ai bien fait de la reprendre dans les répétitions. Et je parle d'Anne-Sophie Derouet. Ouais. Alors, il y a ce Molière-là, ce Molière résumé en quelques mots. Un moment, je t'avais demandé, Johanna, parce que je me suis dit, tiens, juste si on pouvait avoir un petit son comme ça, puis puisque les comédiennes ne sont pas payées là actuellement, donc du coup, elles se reposent, elles mangent. Alors, ça donne Molière, n'était ni trop gras ni trop maigre, il avait la bouche plus grande que petite, les yeux gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint fin, les sourcils noirs et forts. Les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. Merci. Merci. J'arrive un peu tard pour le chœur, mais les comédiennes s'y sont mises quand même au bout d'un moment. Il y a des modèles, des références à part Molière dans votre vie ? Ouais, d'ailleurs c'était très émouvant parce qu'il y a Claire des 26 000 couverts qui est venue nous voir, et aussi Jacques Lifshine qu'on a rencontré cet hiver à Audincourt et qu'on a invité aussi, qui m'a demandé s'il devait venir avec son siège léger. Je lui ai répondu qu'on faisait du théâtre de rue bourgeois et que les fauteuils seraient compris. Et donc ça c'est vraiment des... Ouais, ça a été un peu des maîtres à penser pour moi à un moment Jacques où j'avais envie... Théâtre de l'Unité, Théâtre de l'Unité, 26 000 couverts. Avec à Montbéliard, le centre d'art et de plaisanterie où on payait ses places en Sponek. Ils ont inventé une monnaie, exactement. Donc c'était un théâtre assez festif, assez démocratique, assez populaire. Et là tu viens de parler des 26 000 couverts qui sont de Dijon aussi. Ouais, qui sont de Dijon. Et qui ont aussi une forme de théâtre de tréteau, d'adresse directe, de jeu et... Ça, c'est des références. Ouais, c'est des références. Assez vite, ça a été des références pour moi. Après, il y a plein de... On est nourri par plein de choses. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens-là ? Ils ont apprécié ? Claire des 26 000 était ravie. Et elle m'a même renvoyé un message pour me dire que c'était un très beau boulot. Donc c'est une joie, ça, pour le coup. Et Jacques aussi, il m'a dit, mais en fait, on n'a rien à vous apprendre, vous savez déjà tout. Alors ça, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était cool de l'entendre parce que quand on l'a rencontré, on n'a pas pu en placer une.
Bon, ben c'est chouette au moins. Donc finalement, c'est plus la vie des pères que le public qui compte, si j'ai bien compris, Johanna. Oh, non. Non, c'est parce que tu m'as posé cette question sur les pères. Je rigole. Mais non, le public, c'est trop important. Là, récemment, on a joué dans un festival de rue et le père de Lisiane, d'ailleurs, nous a dit, de tous les spectacles que j'ai vus, le vote, c'est le seul qui m'a procuré une émotion. Et ça, je crois que c'est un des plus beaux retours que j'ai entendus parce que quand même, le théâtre, il y avait cette volonté avec cette saga de Molière de revenir à quelque chose de presque très originel, de très primaire. C'est-à-dire que finalement, le théâtre, qu'est-ce qui suscite ? Peut-être des émotions, quoi. Et travaillons déjà ça. Voilà. Une boîte de tréteaux. Pas de boîte, justement. Juste quelques tréteaux. Quelques tréteaux et ça suffit, quoi. Ouais. Après, on va peut-être pas s'enfermer toute notre vie là-dedans, mais là, il y avait vraiment un désir fort de revenir à une forme d'itinérance, de pouvoir aller partout, de fabriquer un spectacle tout-terrain. Voilà, suite à ces échecs, qu'il y a un moment, on avait voulu faire du grand théâtre, on avait mis de la lumière, moi j'avais une créatrice son, une créatrice lumière, et puis ça n'avait pas de sens, chacun a son rôle. Lisiane en parlait de ce décloisonnement. Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'essayer de sortir des clous et de fabriquer un théâtre qui nous ressemble, avec lequel on est à l'aise et qu'on manie, et qui nous rend heureux, quoi, un peu quand même bêtement. Ouais. Super. Demain, ça joue encore au Jardin de l'Arquebuse à 20h30 et samedi à 18h15. Et demain, nous aussi, on sera au micro, tous ensemble. Catherine, Alexandre, les super invités de Théâtre en mai. On vous retrouve avec un grand bonheur. Alexandre, tu sais où tu vas demain, toi ? Non, je sais pas encore. T'as déjà rencontré d'autres personnes, d'autres spectateurs ? Catherine, non, elle hésite. On farfouille, les idées sont bienvenues. On va roder, on trouvera des trucs. On trouvera. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Merci à vous d'être venus. Puis à Théâtre en mai, nous avoir permis d'être là, ouais. Trop bien pour nous. Merci. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au Théâtre Dijon-Bourgogne.